Et si l'argent faisait réellement le bonheur? Bienvenue à tous dans le podcast Riche et Heureux, l'endroit où la richesse et le bonheur se rencontrent pour créer la vie que l'on mérite. Je m'appelle Aurélie et c'est là mon objectif, atteindre la liberté financière et vivre ma best life. Mais pas toute seule, j'aimerais vous emmener avec moi, car être riche mais seule, c'est pas terrible. C'est pour ça que je vous invite à me rejoindre chaque lundi à 6h autour d'un épisode en solo ou en compagnie d'invités qui nous partagent leur parcours, leur expérience et leurs connaissances pour booster notre mindset sur l'argent et nous aider à construire notre propre liberté financière. Retrouvez-moi également sur Instagram sur le compte Riche et Heureux pour suivre les aventures du podcast ou sur mon compte Green Ice Universe pour avoir les backstage de mes aventures personnelles et professionnelles. Je vous souhaite à tous une enrichissante écoute. Bonjour à tous. Bienvenue dans un nouvel épisode de Riche et Heureux, un épisode interview où on va parler du parcours d'une personne et cette personne, c'est Mathieu. Bonjour Mathieu. Bonjour J'espère que tu vas Aurélie. bien. Oui, très bien. Merci de ton invitation. En tout cas, je suis ravi de parler avec toi de plein de choses. Tu vas me dire justement tous les sujets que tu vas vouloir aborder. Ça va être sympathique, ouais. Super. Je peux poser tout ce que je veux comme question? Tout. C'est une de mes valeurs, la transparence. Donc, je Attends. m'obligerai, je me l'imposerai. Super, ouais, parce que c'est une des valeurs ici aussi, authenticité, transparence, donc on est bon. Je, je vais essayer au maximum, en tout cas. On est raccord. Bah alors déjà, pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter? Oui, complètement. Moi, je m'appelle Mathieu Gillette, j'ai 38 ans. Ça y est, il faut que je m'y fasse depuis la semaine dernière. Je suis entrepreneur, principalement dans les travaux. C'est une grande partie de mon activité. Je suis investisseur immobilier aussi à côté depuis quelques années, quasiment 10 ans. Et de manière générale, j'aime entreprendre. C'est vraiment peut-être ce qui me définirait. Je suis papa d'un enfant, j'habite en Bretagne. C'est aussi une grande partie de ce qui pourrait me définir, la Bretagne, forcément. Un endroit où il pleut très souvent, voilà, et où ça donne envie de s'en sortir. Et puis, de manière générale, des études en commerce. J'ai monté ma première boîte à 21 ans. On en parlera peut-être un peu plus tard. J'en suis sorti à 21 ans, donc tu vois, je fais les choses très rapidement. J'ai eu plein de bonnes expériences dans l'entrepreneuriat et plein de mauvaises. Je suis parti à l'étranger. Bref, j'ai fait plein de choses. J'aime créer, j'aime trouver des solutions à des problèmes, j'aime me créer des problèmes. Et voilà, de manière générale, je vis à 200% et à 200% surtout dans mon rôle d'entrepreneur. Ok. Et j'ai interviewé, oui, je vois ça, et j'ai interviewé Ouais, un de ton collègue, ton associé William récemment, et je vous retrouve là sur la manière oui. Alors, il se dit bosseur qu'il à est, fond et speed et ouais, il se dit qu'il est plus beau que moi, mais j'ai d'autres talents cachés. Donc, après, voilà, on va voir après. bah, ça. Mais effectivement, William est un de mes associés. Et donc, bon, je crois qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Et il fait partie de ces 5 personnes, effectivement. Et on a beaucoup parlé d'associations et qu'il fallait être complémentaire, donc c'est bien. Du coup, effectivement, si c'est lui qui est beau, c'est toi qui Ben, complète avec les autres talents. écoute, le podcast est filmé, donc je laisserai tes auditeurs juger. On va faire un Voilà, hein. sondage. Ça devient n'importe quoi. Voilà, exactement. Mettre un Vous votez en bas de sondage. la vidéo et vous direz qui vous trouvez le plus beau. Voilà, au moins je suis drôle. Tout à fait. Il y a une question que je pose toujours au début du podcast et ça me permet justement après d'enchaîner sur tout ton parcours. Mhm, C'est quelles ont été tes toutes premières sources de revenus? Donc l'officiel, hein, voilà, première fiche de paie, mhm. et l'officieuse, celle qu'il faut pas dire, mais qu'on dit parce qu'il y a prescription. Euh, Voilà. voilà. Alors, déjà, quand je vais parler de mon premier revenu, les gens vont comprendre que j'ai un âge assez avancé maintenant, puisque c'était en francs à l'époque, donc je vous laisserai faire la conversion. N'oubliez pas que l'inflation est passée par là. Donc, j'ai fait toutes mes études en alternance, puisque non pas que j'étais mauvais à l'école, mais j'avais tendance un peu à m'ennuyer. Donc, Mhm. très rapidement, mon papa était commercial, ma maman l'était également. Je suis issu de la classe moyenne. Je n'ai pas dormi sous un pont, sauf un soir où j'avais peut-être trop bu d'alcool en Bretagne, puisque vous le savez, je suis breton. Mais à l'époque, je sais que je voulais gagner de l'argent. Voilà, c'est le nom de ton podcast, Riche et Heureux. Bah, pour moi, si tu n'étais pas riche, tu n'étais pas heureux. Et finalement, Ok. c'est pas forcément le cas, mais en tout cas, c'était comme ça que j'étais câblé. Donc, j'ai fait un bac pro commerce, puis après un BTS force de vente,
ce qu'on appelait le NRC quand même, tu vois, donc ça avait déjà été renommé. Et donc, en bac pro commerce, je travaillais dans une boutique d'informatique dans un petit village, parce que franchement, c'était un village, et je gagnais 2300 francs. Voilà, donc Mm. ça faisait pas beaucoup, mais c'était pour moi une somme importante, puisque évidemment, je vivais chez mes parents, j'avais pas de voiture, puisque j'étais mineur à ce moment-là. Ouais. Donc, c'était Et puis c'est c'était les de l'argent de premiers poche. revenus, quoi, en plus. Donc Ben ouais, ça ouais, paraît énorme exactement. quand on Donc, est jeune. Mm. et puis, tu allais à l'école la moitié du temps et l'autre moitié était payé. Donc, c'était vraiment génial. Je garde de très bons souvenirs de ça, en tout cas. Ouais. Donc, ça, c'était mon premier vrai salaire. T'as pas demandé du coup d'être payé pour aller à l'école? Alors, en fait, tu es payé si tu vas à l'école. Je crois que si tu loupais l'école, alors je sais pas s'ils te l'enlevaient, mais c'est le temps d'école est compté aussi. Donc, je crois que pour les alternants qui nous écoutent, s'il y en a, il faut pas louper l'école. En tout cas, c'est Ouais. important quand même. Et après, officieusement, puisque c'est la question que tu m'as demandé, Mm. alors, j'ai jamais été très. Alors, si, les gens qui me connaissent vont dire que je suis un geek, mais je ne joue pas aux jeux vidéo, etc. Mais quand j'étais plus jeune, j'y jouais. Et donc, à l'époque, mais d'ailleurs encore aujourd'hui, on y met des CD. Et à l'époque, c'était des CD. Et donc, on pouvait les graver. Donc, il y avait des graveurs de CD. Et en fait, les jeux étaient facilement piratables. Donc, à côté de ça, vu que j'étais dans une boutique d'informatique, honnêtement, il y avait plein d'ordi et du coup, ils avaient plein de graveurs. Bah, je gravais toute la journée des jeux vidéo que je revendais à l'époque sur un site qui s'appelait jeuxvideo.com, qui doit toujours exister, je pense. Ok. Et donc, il y avait à l'époque des blogs. Et donc, tu pouvais te parler et échanger comme des groupes Facebook un petit peu, mais Facebook n'existait pas. Hein. Et donc, je vendais ça, je crois, 10 francs ou 15 francs. Et donc, les PC tournaient toute la journée, je gravais les jeux, quoi. Et je les vendais. Et donc, je me faisais à peu près 1000 francs en plus. Donc, c'était génial parce que, en fait, je gagnais 2300 francs par Ouais, mois, ouais. quoi. Ouais, voilà. Donc, j'avais ma petite réputation et je mettais mon nom dessus, tu vois. Et j'avais fait un petit branding à l'époque, c'était très mignon. Je pense qu'aujourd'hui, j'aurais honte, mais en tout cas, ça a été ma première Ouais, aventure mais entrepreneuriale. à l'époque, c'était nouveau, donc effectivement, hein, c'était très kitsch quand Ah bah ouais, on puis revoit. fallait convaincre les gens parce qu'ils ne connaissaient pas au début, mais après, ils connaissaient ton pseudo. Et Mm. donc, ils te faisaient vraiment confiance, tu vois, ils t'envoyaient des sous. Et du coup, je ne sais même pas comment ils m'envoyaient les sous. Ça devait être avec PayPal, je pense, tu vois, ou un truc comme ça. Je ne sais même pas s'ils faisaient PayPal au départ. Et c'était assez drôle parce qu'après, bah, les mecs étaient habitués. Quand il y avait un jeu qui sortait, ils me demandaient, quoi. Et forcément, les nouveautés étaient plus chères que les vieux jeux, quoi. Bah, bien sûr. Tu vois, voilà. Donc, les frais d'envoi, les trucs, bon, tu faisais une marge sur tout. C'était vraiment cool. Et justement, tu as tiré quoi comme leçon de ces expériences? Qu'on pouvait gagner de l'argent facilement. Donc, c'est pas forcément la bonne leçon, puisque après, je l'ai appliqué et évidemment, je me suis trompé. Et en fait, aujourd'hui, c'est ce que j'ai écrit dans mes notes, c'est que je trouve que justement, c'est très difficile de gagner beaucoup d'argent. Parce que il y a être riche et être riche. Et donc, en fait, Mm. ça dépend où on met le curseur, évidemment. Mais quand je parle de gagner beaucoup d'argent, c'est vraiment faire beaucoup de chiffre d'affaires. Et en fait, tu peux pas le faire facilement. Donc, je pense que graver des jeux, vendre de la drogue, faire tout ce qui est facile en fait. C'est dans Père riche, Père pauvre que c'est écrit comme ça, que tout chemin facile t'emmène vers un chemin difficile et que tout chemin difficile t'emmène vers un chemin facile. Donc, vu que tu fais un truc facile au départ, bah, en fait, tu es dans la facilité et généralement, tu as une vie qui est à la hauteur de cette Mm. facilité, qui est un peu qui est médiocre à mes yeux. Encore une fois, je ne veux pas juger, chacun vit comme il veut. Donc, ça m'a appris que je voulais pas avoir de patron. Je voulais Ouais. être chef d'entreprise parce Mm. que pour moi, être entrepreneur, c'était être riche. Je me suis trompé aussi là-dessus. Il m'a fallu 10 ans pour m'en rendre compte. Mais voilà, c'est ce chemin que ça m'a aidé à faire. Donc, l'alternance, j'ai continué. Et puis ensuite, j'ai arrêté mon alternance. Et 15 jours après, je créais ma boîte. Donc, j'ai jamais Ok. eu de patron salarié CDI. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai jamais eu de contrat CDI. Ouais. Et la boîte que tu as créée, du coup, c'était? Alors, la première boîte, je me suis associé. Donc, on parlait d'association. Moi, j'ai toujours été associé. Je ne suis pas quelqu'un de solitaire. Je suis très solitaire dans ma vie en général, mais dans les affaires, Mm. tout seul, j'ai toujours plus de mal. J'ai besoin qu'on me pousse, ou en tout cas qu'on croit dans mes idées. Et donc, c'est pour ça que quand tu as des collaborateurs, des associés, bah, ils te challengent. Et des fois, ils te cassent un petit peu, mais c'est toujours dans le bon sens. Donc, à 21 ans, je me suis associé avec un pote et je ne connaissais rien en bâtiment, puisque je ne suis pas issu du bâtiment. Mes parents, comme je te l'ai dit, étaient commerçants, enfin Mm. commercial.
Donc, il a vendu des trucs dans le bâtiment, mon père, mais rien à voir. Et cet ami-là tenait un cas par cas. Donc, c'était la grande époque où on changeait toutes les fenêtres en France, Oui. puisque il fallait, on avait des fenêtres en bois, quoi, à l'époque. Et du coup, c'était de la vente au premier rendez-vous, ce qu'on appelle le one shot. Donc, moi, j'étais assez timide. Ça peut paraître fou comme ça, mais j'étais assez réservé. J'étais dans le commerce, mais Mhm. j'avais vraiment ce côté très, très carré. Et je suis devenu latin avec cette technique de vente où bah, tu rentres chez un inconnu et il faut repartir avec un bon Ouais. de commande et un chèque. Donc, créer des opportunités, etc. J'ai fait ça 1 an, j'ai gagné énormément d'argent. Mais quand je dis énormément, c'est que, je sais pas, je suis peut-être passé de 900 euros à 5000 euros. Donc, Ouais. et j'avais 21 ans. Je vivais encore chez mes parents. Donc, encore une fois, c'était de l'argent facile parce que j'avais cette facilité de le faire. Mon associé était extrêmement fort, donc j'ai aussi beaucoup appris avec lui. Sauf qu'il était tellement fort qu'il prenait dans la caisse. Donc, du coup, on s'est séparés au bout de 9 mois. Ouais. J'ai repris une activité seule, toujours dans la menuiserie. J'avais appris à prendre les cotes, etc., Mm. sur le tas un petit peu. Ouais, ouais, ça t'a formé du coup sur. Voilà. Et je n'étais pas du tout aligné finalement au fait de voler les gens, puisque au premier rendez-vous, tu es beaucoup plus cher que la norme. Tu crées des opportunités qui sont bien, bien souvent fausses. C'est plus des techniques de vente qu'autre chose. Ok. Ouais. Et du coup, je suis revenu un peu à faire des devis, me faire comparer. Et c'est là le chemin difficile, parce que le one-shot, tu arrivais, tu faisais des milliers d'euros à chaque fois que tu passais chez quelqu'un. Quand tu fais des devis, là, tu es face à la concurrence. Là, tu dois te Mm. prévaloir de vrais arguments. Et donc, j'ai fait ça 3 ans. Et après, je suis parti à l'étranger parce que j'en avais marre. Je suis un Breton, je suis parti au soleil. Donc, j'ai arrêté mon activité et je suis parti vendre du champagne au Maroc. Tu vois, ce truc, Ok. ouais, folie. Je suis parti 15 jours. Et, et pourquoi Champagne au Maroc? Enfin, Alors, je suis parti 15 jours avec la mère de mon fils au Maroc, justement, à Marrakech. J'ai adoré le soleil, puisque mhm. honnêtement, on ne le voit pas souvent en Ouais, Bretagne. ouais. Euh, j'ai adoré aussi la vie qu'il y avait autour de ça. J'avais 24 ans, hein, donc Mm. j'étais jeune et d'ailleurs, je considère que l'expatriation, ça a été une très bonne expérience parce que tu sors de ta zone de confort. Moi, j'avais aucun pote là-bas. Et donc, en fait, de manière naturelle, j'aime parler avec les gens. Donc, j'ai rencontré des directeurs de restaurants parce que j'allais au restaurant, des directeurs de piscine, puisque là-bas, tu as plein de piscines privatives où tu peux passer la journée. Mm. Et donc, j'ai parlé, et puis j'avais 2 amis en France qui étaient marocains d'origine, donc qui vivent Ok. en France, et donc qui étaient là-bas. Et donc, j'ai adoré cette douceur de vivre, ce je m'en foutisme un peu que je retrouve à Marrakech, pas trop dans les autres villes marocaines. Mais Marrakech, c'est un peu je me lève, je mange, je dors, je me lève, je mange, je dors. Et entre les deux, tu essayes de trouver un moyen d'avoir des sous pour manger. Donc, c'est une vie Mm. beaucoup plus court-termiste en Afrique du Nord que dans nos pays européens où on est métro, Ouais. boulot, dodo. On couche ensemble le samedi soir, pas le vendredi, pas le dimanche, on n'a pas le temps. Le planning. Et voilà, tout est organisé. C'est notre force, mais c'est aussi peut-être une petite faiblesse parfois, quoi. Et quand je suis arrivé là-bas, je me suis rendu compte que beaucoup de gens sortaient. Marrakech, c'est la ville que tout le monde Ouais. connaît. C'est très exotique. Il y a beaucoup de boîtes de nuit, il y a beaucoup de restaurants. Il y a une offre de services qui est vraiment axée sur le tourisme quasiment à 100%, hein, à part les plateformes téléphoniques qu'il y a à Marrakech aussi. Et donc, en analysant ça, j'étais français. Je me suis dit, écoute, il faut vendre un truc qui inspire la France. Enfin, il faut avoir Mm. le Made in France. Et donc, le champagne, il n'y avait que Moët Hennessy, qui est le plus gros groupe de champagne installé. Donc, Cristal Roderer, Moët, etc. Tout Ouais. ça, c'est la même. Enfin, Cristal est à part. Je ne sais pas s'ils n'ont pas racheté maintenant. Bref. Et donc, c'était à la grande époque du champagne aux paillettes d'or. Oui, Donc, je me rappelle. il n'y avait pas ça au Maroc. Je me suis dit, bon, bah, écoute, on va trouver un produit qui sort. Je suis rentré en France. Je suis allé voir Jean-Christophe Rousseau qui avait créé ça, qui a une vie exceptionnelle. Regardez sur Internet, c'est assez incroyable quand il a créé ça. Bon, depuis, ça a fermé, hein, puisque dans le champagne, il n'y a pas de paillettes d'or. Donc, c'est une marque déposée. C'est une AOP. Donc, il a été attaqué par la région Champagne. Il a tout perdu. Mais ça marchait beaucoup à Dubaï et dans toutes ces grandes villes. Je me suis dit, pourquoi ça ne marcherait pas à Marrakech? Donc, je suis rentré en France, je suis allé le voir, j'ai pris un rendez-vous au culot et je lui ai dit que je connaissais tout le monde à Marrakech. Ce qui n'était pas vrai du tout. Je connaissais Trois, trois barman et trois barman et deux, un deux directeurs pisciniste. de restaurants un peu louches. Donc, un peu comme les jeux gravés, tu vois, le truc, on y va au culot. Et de toute manière, je pars du principe que le nom, on l'a déjà. Donc, au pire, tu demandes et on C'est te ça. redit vraiment non.
Donc, j'avais rien à perdre, mais simplement animé par cette envie de partir au soleil, parce qu'honnêtement, c'était que ça. Donc, il m'a dit oui. Donc, du coup, je suis reparti au Maroc en disant, hey, j'ai une super marque. Du coup, j'ai connu beaucoup de monde. J'ai fait plein de soirées, mais il faut bien avouer que j'en ai plus bu que vendu, hein, puisque je suis parti de France avec un peu d'argent. Et je suis rentré un an et demi après avec zéro. Donc, c'était vraiment génial. J'ai tout cramé. J'ai fait mes erreurs. Je n'avais pas investi dans l'IMO. Je ne mettais pas d'argent de côté. Je dépensais toujours plus que ce que je gagnais. Enfin, bref, brûler la vie par les deux bouts. Et donc, en rentrant du Maroc, je suis rentré sans la mère de mon fils. Je n'avais pas d'enfant à cette époque-là, hein, parce qu'on s'est séparés là-bas. Et donc, je suis retourné dans ma chambre d'adolescent chez ma maman, d'ailleurs, qui était ma chambre même quand j'étais enfant, hein. Et là, c'est un peu bizarre quand tu as 25 balais. J'avais 26 ans pour être précis. Là, tu dis que tu as raté ta vie, entre guillemets, hein. Pour ceux qui nous écoutent, 26 ans, vous avez tout le temps devant vous. J'ai regardé tout à l'heure, je crois que j'ai vu passer ça sur les réseaux. Les millionnaires en moyenne le deviennent à 57 ans. Un entrepreneur commence à 42 ans. Et je crois que les milliardaires, la moyenne, c'est genre 72 ans, quoi, tu vois. Ça va, Donc, j'ai le temps encore. t'as le temps. Mais du coup, à 26 ans, tu dis, waouh, j'ai quand même tout raté. Qu'est-ce que je fais? Et en fait, je me suis raccroché à ce que je savais faire. C'est-à-dire que je me suis dit, OK, faire des devis, c'est pas bon. Je vais repartir en one shot. Je vais faire de l'oseille rapidement. Donc, j'ai ouvert les pages blanches à l'époque, donc le bottin, et j'ai phoné tous les gens. Et j'ai remonté une entreprise avec un associé de nouveau, que j'ai tenu 5 ans pour le coup, où là, je me suis dit, il faut être sérieux quand même. Donc, on a fait du one shot, et puis après, on est revenu au devis. J'ai eu 5 salariés la première année, 10 la deuxième, 20 la troisième, et on a fini à 42 la cinquième année. Donc, c'était une grosse boîte très connue de la menuiserie de l'isolation. Mais encore une fois, pas d'éducation financière, pas de connaissances dans l'entrepreneuriat parce qu'en fait, tu n'as pas forcément de conseils sur Internet ou de choses comme ça. Et puis, je pense réellement que jusqu'à mes 31 ans, j'étais ce mec un peu imbuvable, entrepreneur local, qui connaît tout sur tout, qui est meilleur que tout le monde, qui est dans un microcosme où on va au BNI, on va au réseau d'entrepreneurs, enfin tous ces trucs-là, j'ai rien contre eux, hein. Mais pour moi, c'est des entrepreneurs locaux. Dans le meilleur des cas, tu as une Audi RS6 et tu bouffes le vendredi en te bourrant la gueule avec d'autres entrepreneurs. Et en fait, j'étais matrixé par ça. Je me suis dit que c'était ça l'entrepreneuriat, a priori, le chef d'entreprise qui a 20, 30, 40 salariés et qui connaît tout sur tout. Donc, l'erreur, c'est qu'au départ, ça marchait bien, et puis après, tu as trop de monde. Donc, la loi de Pareto s'applique, hein. Tu as 20% qui bossent, les 80 autres pourcents, tu en as des bons, des moins bons, et tu en as 20 qui te tirent vraiment vers le bas. 42 salariés, c'est 42 problèmes par jour. Et plus tu en as, moins je gagnais. Alors, pour moi, c'était incompréhensible. Donc, grosse interrogation, redressement judiciaire, ce qui devait arriver arriva. On avait une très grosse boutique, un salon, foire expo. On était une machine, on faisait du chiffre, mais c'est enrayé. Donc, redressement judiciaire, 87% des redressements finissent en liquidation. Donc, pour ceux qui nous écoutent, vous êtes en redressement, il y en a 9 sur 10 qui vont aller au tas, d'accord? Donc, limitez la casse. Moi, ça n'a pas du tout été le cas. Avec 42 salariés, ça a été très dur. Et j'ai tout fait. C'est-à-dire qu'un an avant, j'étais retourné avec la mère de mon fils. Je l'ai quitté parce que je connaissais mieux que tout le monde. Était non plus pas terrible non plus, il faut avouer. On s'entendait plus. Donc, je fréquentais une personne qui était plus jeune que moi, presque 10 ans d'écart, qui avait une famille qui était plutôt argentée. Donc, dans la semaine, je fais liquidation, séparation. Et du coup, quand tu es entrepreneur, tu as une voiture en leasing. J'avais une très belle Mercedes. Je vous conseille, c'est une très belle marque. Donc, la voiture est part. Donc, plus de bagnole, plus de copines, plus de boulot. Plus de boulot. Ouais, génial, génial. Retour Donc, dans la chambre d'adolescent? non, parce que j'avais quand même un peu d'argent de côté. Et surtout, pour le coup, c'est là que l'entourage est important. Mon papa m'a prêté 18 000 euros. Parce que ce qui était assez dingue, et ça peut paraître fou aux gens qui vont m'écouter, mais moi, je gagnais à l'époque entre 5 et 7 000 euros par mois. Donc évidemment, quand tu es en redressement, déjà tu passes à 3 000 parce que tu vas faire l'effort. Je me suis renvoyé de ma propre boîte où j'étais directeur salarié, puisque j'avais fait un montage, je n'étais pas trop bête quand même. Et je me suis viré, donc j'ai même pas eu le Pôle emploi. Et ce qui est dingue, c'est quand tu perds tout ou que tu as été habitué à une vie, ce que je souhaite surtout pas aux gens, c'est quand on est de la classe moyenne, et moi je considère aujourd'hui que je suis la classe moyenne, et même si je gagne aujourd'hui beaucoup d'argent, je vis comme si je n'avais pas d'argent. Parce que ça m'a tellement marqué que partant d'en bas, quand tu as eu des belles choses, j'allais au resto tous les soirs.
Quand j'allais en boîte de nuit, c'était champagne. Enfin, c'était n'importe quoi. C'était vraiment une gestion financière. Mais en y revenant, j'ai vraiment brûlé de l'argent, quoi. Ouais. Sauf que quand tu perds tout, ton cerveau, il y a un temps de latence. Moi, j'ai perdu 8 kilos en 2 semaines. Donc c'était top pour maigrir. Perdre tout, c'est vraiment bien. Mais par contre, bah, tu continues à sortir avec des gens qui ont soit des moyens, soit des gens qui sont autour de toi parce que tu avais de l'oseille aussi. Faut Mm. pas se mentir. Tu as beaucoup de gens qui sont là par intérêt. Et du coup, j'ai pris 3 mois à me désintoxiquer, entre guillemets. Je consommais de l'alcool, je consommais aussi plein d'autres choses parce que je brûlais tout par les deux bouts. Et au final, ben, mon père m'a prêté de l'argent pour que je continue à avoir un train de vie. C'est-à-dire que j'avais du mal Ok. à accepter, tu vois, d'avoir tout perdu. J'avais déjà plus de bagnole, j'avais déjà un petit appartement, j'avais un T3 alors qu'avant j'avais une Mm. grosse baraque avec mon ex-femme. Donc ça a été très dur et heureusement qu'ils étaient là. Et surtout, voilà, au bout de 2, 3 mois, je me suis dit, bon, il faut arrêter. Et là, j'ai eu un couple qui est comme mes deuxièmes parents, avec qui j'avais rénové leur maison, avec qui j'avais fait un tout petit peu de marchand de biens, achat, rénovation, revente. Et Raymond, un jour, me voyant pas bien, j'allais chez eux le week-end, j'allais chez mes parents, je suis vraiment sorti. C'est simple, de cette époque-là, je ne peux pas t'en citer un seul dans mon entourage qui en fait encore partie. Ouais. Donc, j'ai vraiment fait le vide autour de moi. Ça m'a fait un grand bien. Et il m'a demandé ce que je voulais faire. Et je lui ai dit que je voulais surtout plus entreprendre, que je voulais surtout plus prendre de risques pour les gens. Et je voulais faire 3 000 à 5 000 euros par mois et rester dans une vie cool. Je suis au sport. Je ne suis pas du tout sportif, contrairement à William, par exemple, qui est très sportif. Donc, je suis au sport. J'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté de boire de l'alcool. J'ai arrêté de fumer. J'ai tout arrêté d'un coup. De toute façon, je n'avais pas les Ouais. moyens. Et du coup, ils m'ont aidé. On a refait du marchand comme ça, petit à petit. Et j'ai repris goût à tout ça, mais de manière raisonnée, en me disant que j'arrêterais avec mes vieux démons de sortie, de paraître, d'arrêter de traîner avec des gens qui sont finalement malfaisants hein, Mm. dans ce que tu fais. Et du coup, je me suis remis en ligne à 31 ans, tu vois. Donc, Au final, tu as eu aussi parents riches, parents pauvres. ouais, c'est Ça, ça, ça fait ouais, un peu ça la c'est... manière dont on parle, tes Oui, parents classe moyenne et les autres personnes que tu cites qui t'aident à te remettre, entre guillemets. exactement, ouais, ouais, c'est ça. Alors, c'est un gros entrepreneur de Marseille, hein, ce monsieur, qui a eu des concessions Iveco. Mm. C'est simple, on se ressemble énormément en intellect, mais physiquement, il fait 1,90 m, il a un accent, un, Marseillais. un accent marseillais, il boit 4 Ricard, t'as l'impression qu'il a bu 4 verres d'eau. Mais par contre, il a une certaine gouaille, un petit peu, comme on dit. Et là, on s'est retrouvé là-dessus, ils m'ont beaucoup aidé. Et effectivement, même s'ils sont très argentés, ça reste des gens très simples. Alors, ils sont en train de faire le tour du monde actuellement, mais néanmoins, il va être honnête, il va être transparent, Mm. tu peux avoir une belle montre au poignet sans te sentir supérieur Non, à qui que mais ce soit. c'est ça, et c'est la différence entre vraiment être riche et paraître riche et enfin, Oui, moi je suis du Sud-Est, hein, donc Marseille, tout ça je connais bien. Je peux te faire l'accent si tu veux, mais bon, on n'est pas obligé. Et, j'ai vécu quelques années à Ramatuelle, d'accord, oui, bah, Saint-Tropez. forcément. Donc les Mm. voisins étaient des personnes très riches, et Mm. ma mère tenait un gamme vert. Sais pas si tu vois ce que c'est. D'accord. Oui, Voilà, oui, bien sûr, ouais. voilà, une jardinerie. Ouais, Donc donc, forcément, jardinerie à Saint-Tropez, tu as tous les jardiniers, piscinistes, tout ça, des grandes baraques ouais, voilà, qui viennent qui, se qui, servir qui ici, venaient. quoi. Et donc, du coup, elle, de temps en temps, elle allait dans les maisons pour aller pour faire les devis. Mm. Et donc, des fois, elle tombait sur les propriétaires. Et D'accord. ben toujours des personnes, voilà, ultra simples, qui sont dans le Mm. partage et qui sont habillées t-shirt, tongs, pas Ah, cher, voilà, alors que ils ont des millions, quoi. c'est ça. Donc, en fait, je pense que c'est tout un apprentissage. Et quand on vient de la classe moyenne, c'est difficile parce qu'aujourd'hui, bon, maintenant, il y a les réseaux sociaux, mais ça existait déjà d'une autre mesure avant. La Rolex, elle a pas 2 ans parce qu'il y a un mec qui est là à Dubaï. Et donc, c'est vrai que ça fait rêver toute une classe de la population où finalement, quand tu as les moyens de te l'acheter, déjà, tu l'achètes pas parce que tu sais que ça fait beauf. Et je suis désolé pour ceux qui ont une Rolex. Moi, j'ai une Omega, donc ça vaut autant et ça se voit pas. Et en fait, c'est du paraître. Donc, c'est vrai que de toute manière, la vie te rappelle à l'ordre. Et moi, ça a été un rappel à l'ordre terrible. Je considère que j'ai eu une deuxième chance
avec des gens qui m'ont aidé et je l'ai saisi. Je l'ai Mm. saisi et aujourd'hui, j'ai toujours une mentalité de pauvre. Et quand je dis pauvre, c'est pas au sens négatif des Bien choses. sûr, ouais, C'est ouais. au sens que je sais à l'euro près combien ma vie me coûte aujourd'hui. Je mets énormément d'argent de côté, j'investis énormément d'argent. J'ai doublé mon salaire l'année dernière et je le double cette année. Donc, je ne vais pas donner mon salaire sur le podcast, mais c'est des sommes qui sont extrêmement intéressantes, importantes. Mm. Mais mon Oméga, j'ai pris 6 mois à l'acheter et j'ai pris le modèle fond noir. Enfin, Ouais. tu la vois, voilà, ça se voit pas plus que ça. Et maintenant, je fais attention. Et la semaine dernière, j'ai failli m'acheter une voiture. J'adore les voitures. Et la veille d'y aller, billet d'avion pris, ok? C'était pas une grosse voiture. J'ai appelé mes associés le soir, je les ai appelés le matin et je n'y suis pas allé. Pourtant, j'ai les moyens de l'acheter. Mais j'ai encore, cette année est une grosse année de développement chez Dorent et dans plein d'autres boutiques que j'ai. Et je me dis non, c'est pas encore le moment. Et donc, en fait, j'ai toujours ce bridage-là Mm. parce que euh, je me suis dit, OK, je vais avoir une voiture, mais si elle démarre pas le dimanche, je vais pas l'utiliser en plus. Elle va plus être au garage que chez Ouais. moi. Donc, ça va me créer une frustration. Et je sais maintenant que la courbe du bonheur ne suit surtout pas la courbe de l'enrichissement. Et souvent, c'est même le contraire. Donc, tu peux devenir très riche, mais tu peux perdre beaucoup de gens autour de toi ou te transformer parce que l'argent, ça y est. Sauf que tout le monde va aux toilettes pareil. Et ceux qui ont beaucoup d'argent, parce que maintenant j'ai des potes qui ont plein d'argent, je connais plein de mecs qui comptent, tu vois, qui ont vraiment beaucoup de sous, et j'en ai pas un seul où ça se voit. Il n'y a pas de sac Louis Vuitton. Mm. Enfin, on peut avoir un sac Louis Vuitton, Oui, après on peut se faire mais enfin, les plaisirs aussi. Enfin, il faut voilà, kiffer et mais il n'y a pas de on paraître. a Tu vois, ces. Ouais, ouais. tu vas dans des séminaires, tu es à côté d'un mec qui, tu te dis, ouais, il est habillé vraiment simplement et il a peut-être 10 millions d'euros de patrimoine. Mhm. Donc, mais le paraître, voilà, ça c'est quelque chose Ouais. qui est Et du coup, important. tu as fait toute cette éducation financière au final. Alors, je l'ai fait en devenant marchand rénovateur avec Mm. justement ce couple. Ils ont 65 ans, hein, c'est pour ça qu'ils peuvent être mes parents. Et en rencontrant, un jour, j'ouvre la porte, et c'est comme ça que j'ai créé The Rent Company, en rencontrant un chasseur immobilier. Moi, je ne connaissais rien à l'investissement immobilier avant, hein. J'avais fait des immeubles Ok. avec mon ex-femme que je rénovais moi-même. Et j'aime bien dire que c'était l'immobilier à papa, c'est-à-dire que crédit sur 15 ans, donc le moins possible. Mm. Donc, tu as, un prix de remboursement qui est hyper Ouais, élevé. ouais. Je ne sais pas ce qu'était le cash flow. J'ai rénové tout moi-même, samedi, dimanche, tous les soirs, pas de vacances. Comme ça, tu es bien sûr de rien amortir du tout au niveau de ton temps. Mais néanmoins, premier, on habite dans l'appartement au dernier étage, on le revend le prix de l'immeuble. Donc, je Mm. gagne 3 appartements. On en refait un, pareil. J'en vends un, ça me paye les 2 autres. Donc, j'avais trouvé une petite martingale, mais j'allais pas sur Internet. J'avais pas les réseaux sociaux, Insta, etc. Moi, c'était une photo de mon fils une fois dans l'année, tu vois. Donc, pas de formation. Et lorsque j'ouvre un appartement que j'ai rénové à un chasseur, il m'explique qu'il cherche pour des gens qui n'ont pas la connaissance, qui n'ont pas le temps, qui n'ont pas envie, et parfois les trois réunis. Et là, je me dis, mais c'est grandiose. Comment on investit sans aller voir le bien, en faisant faire des travaux par un inconnu, puisque j'étais un inconnu. Mhm. Et donc, en fait, il m'explique la formation, le cash flow, le machin. Et donc, je découvre ça avec un énorme plaisir. Il demande si je veux faire des travaux, évidemment. Après avoir fermé une boîte, je lui dis surtout pas, vous vous débrouillez. Et en réfléchissant après, j'ai pensé à l'offre qui est devenue de Rent Company en faisant, et c'est là où peut-être c'est plus un conseil d'entrepreneur que pour devenir riche, mais je me suis dit, je vais faire tout ce qui me plaît. Et Ouais. tout ce que les clients peuvent m'embêter, entre guillemets, je vais le prévoir à l'avance. Je vais organiser, je vais processiser les choses, et ça sera soit ça, soit rien. Je ne vais pas faire 50 000 gammes, je ne vais pas écouter les clients qui veulent mettre du lino ou du Mm. parquet en chaîne massif parce qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour eux. Et moi, j'étais persuadé d'avoir cette parole d'évangile, en tout cas sur la rénovation. Donc, je mettais toujours le même parquet, toujours la même cuisine, toujours la même peinture, une petite déco sympa, mais pas trop, des couleurs un peu passe-partout. On évite de mettre du rose ou du bleu parce que celui Oui, qui n'aime oui. pas le bleu, c'est dommage qu'il n'achète pas l'appart pour ça ou qu'il ne le loue pas. Et donc, je suis revenu avec une offre hyper ciblée. Les délais, j'avais créé une pénalité de retard, mais j'allais mettre des délais assez longs pour être dans la plupart des cas jamais en retard. J'allais standardiser les produits pour que le Mm. client ait un choix, mais pas trop de choix, et toujours le même matériel. Je ne livrerai pas de malfaçon, je ne ferai pas de remise sur la malfaçon. On reprend, on refait, mais vous me payez la totalité, sinon il n'y a pas de remise des clés. Et en fait, j'ai créé de Rent Company comme ça, à Saint-Brieuc, tout seul, pas de bureau, de chez moi, dans mon petit appartement pourri,
mais avec une vraie envie de prendre une revanche et d'avancer. Ouais. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Et par contre, je me suis dit, OK, toutes les erreurs que j'ai fait avant, pas assez de marge, je serai au prix que j'ai besoin pour gagner de l'argent, être rentable, me payer comme je le souhaite. Les clients mécontents, je veux pas, donc je vais tout prévoir. Et j'ai processisé tous les trucs comme ça. Ouais, ouais, ouais. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait le premier chantier et j'en ai fait 25 la première année. Ok. Voilà. Ouais. J'avais que ça à faire, j'avais plus de potes, hein. Donc, je ne sortais Donc plus de plus. sorties, plus de... Ah Ouais, non, je ouais, voilà. bossais. C'est Plus de simple. Moi, copines non plus? non, plus que des amourettes, mais plus de copines, Ah non, mais effectivement. ça aussi, ça prend du temps. Euh, Ça prend du temps et maintenant, j'ai quand même, je suis paxé maintenant, mais moi, c'est simple, je me suis promis, c'est 6h30, 7h démarrage le matin, jusqu'à 19h. En dessous, au-dessus, c'est bien, en dessous, tu es un lâche. Voilà comment ma définition aujourd'hui de Ok. l'entrepreneuriat. Si je mange pas le midi, je me félicite. J'ai une routine, je suis hyper organisé. Mes WhatsApp sont traités matin, midi et soir. Mes mails Hmm. sont classés, rangés, répondus. Bref, je me suis dit, si tu fais un truc, tu le fais bien. Quasiment, je me parle à moi-même. On est plusieurs dans ma tête, vous avez compris, hein. Euh, Tu as les mêmes répliques que William. J'ai l'impression de faire... Il a ouais, dit mais la même chose. n'oubliez pas qu'il est plus beau. Mais là, ils ont vu la vidéo et ils savent que je Voilà. mentis. Voilà. Donc, du coup, je me suis dit, si je fais un truc, je Ouais. le fais bien. J'ai processisé et ça m'a plutôt bien réussi pour l'instant. Ouais, non, mais c'est ça, avoir une bonne orga, standardisée, enfin, comme tu dis, c'est tous les points facilitateurs Oui, et pour tout optimiser. oui, complètement. Mm. Ok. Voilà un peu ma vision sur cette partie-là. Et donc, du coup, tu disais que tu investissais beaucoup. Oui, j'investis Cher. beaucoup donc j'ai de l'immobilier évidemment. Maintenant, j'ai beaucoup ralenti. J'ai eu jusqu'à 50 apparts. J'en ai perdu, vendu. Je me suis associé, désassocié, Mm. etc. Puisque j'aime bien avoir une belle myriade. Vous pouvez regarder sur Papers. Vous verrez tapez mon nom et mon prénom et vous verrez ce qu'il y a. Les quatre Et pages. non, mais elle est jolie l'araignée. Surtout quand il y a William qui rentre dedans, effectivement, et quelques autres associés. Mais du coup, plus sérieusement, maintenant, j'investis beaucoup déjà dans ma boîte, puisque Mm. évidemment, je suis le premier investisseur de mon entreprise dans De Rent Company. Je crée maintenant d'autres business, notamment le marchand de biens, qui est une de mes Ok. activités cette année où je viens le plugger avec De Rent Company en partie. Donc cette année, on fait 12 opérations. L'année prochaine, on devrait en faire, je dirais, une soixantaine au moins. Donc je veux maintenant faire de la masse, c'est-à-dire Mm. faire développer. De Rent, on est aujourd'hui 18 franchisés, on doit en faire 120. Là, tu vois, il y a un Oui. boulevard. Ensuite, j'ai tout le temps des idées un peu loufoques. Je vais acheter des bois, je veux ouvrir, bien sûr, comme Laurent, un autre ami qui est proche, d'une laverie automatique. Enfin voilà. Donc, je Oui. vais réinvestir énormément là-dedans. Et bon, là, c'est vrai que j'ai tout mis dans le marchand parce que je ne fais pas. Alors, c'est pas que je ne travaille pas avec les banques, évidemment, en investissement locatif, je le fais. Mais en marchand de biens, on préfère avoir une liberté, soit de faire du prêt obligataire, soit d'avoir du cash. Parce que Mm. la banque me coûte extrêmement cher et il ne porte aucun risque, puisque de toute manière, je suis caution de mes opérations et je sais que si ça va dans le mur, c'est moi qu'on viendra me prendre mon Ouais. immobilier, hormis ma RP. Du coup, je préfère mettre là-dedans et je me fais des prêts obligataires à mes entreprises. Donc, comme ça, je suis rémunéré Ok. dessus. Et donc, c'est ma stratégie sur les 2 années à venir. Mais donc, Euh, effectivement, il faut que tes entreprises, Elles elles aient du soient cash, quoi. saines, Enfin, ouais. exactement. C'est pour ça quand on dit qu'on processus, c'est facile à dire, mais ça prend énormément de temps. On est des centeniers hein, dans le bâtiment. Alors, on fait des belles marges, hein, mais il y a des coûts aussi structurels, d'assurance, de sous-traitance, de pertes aussi, hein, des sous-traitants qui prennent des acomptes et qui ne viennent pas. Ça n'arrive pas que aux investisseurs, ça nous arrive aussi en tant que professionnels, des salariés malades, bref, tout un tas de choses qui peuvent nous coûter de l'argent. Mais on doit faire très attention aux marges, donc tout est compté chez nous. On doit faire très attention à nos prix, puisqu'on a eu presque 30% d'augmentation en 2 ans Oui. hein, sur le marché Mm. du bâtiment. Donc ça a été très compliqué. Nous, on a perdu 5% de marge en 2023-2024. C'est 1 million d'euros. Donc il a fallu les trouver. Oui. Donc on n'a pas de financement bancaire.
on n'a pas joué le jeu de nos banques, c'est-à-dire on paye des impôts aux sociétés, mais on a conservé des grosses trésoreries pour justement avoir les reins solides. Et aujourd'hui, aucune de mes entreprises n'a de financement. Et quand je dis de financement, on n'a pas de leasing sur les camions. J'ai pas une voiture en leasing, j'ai une voiture électrique en non personnel avec des frais kilométriques. Et la voiture électrique, c'est 20% de plus sur les frais kilométriques. Si vous Mhm. avez besoin de tuyaux, j'en ai plein. Donc, j'optimise tout, j'optimise ma fiscalité. Et donc, effectivement, ça nous permet d'avoir les reins. On a développé notre logiciel, on en a suffisamment parlé sur les réseaux. On lance une application de rencontre immobilière. Là, tu vois, bah, on a 3 développeurs. Ça nous coûte des dizaines de milliers d'euros par Oui, ce mois. que j'allais dire. Il me semble que ça, c'est un Mais certain budget. c'est un budget qui est énorme. Mais un chiffre qui peut résumer tout, c'est qu'un dossier du bâtiment, c'est à peu près 50 étapes de trouver le projet jusqu'à le livrer. 50 grandes étapes. Dedans, vous avez entre 500 et 1000 actions. Bien sûr, ça dépend si c'est un appartement ou un immeuble de rapport et la taille de l'immeuble de rapport. Euh, un dossier administratif. Je trouve un dossier, je le chiffre, je fais un devis, je fais les plans, etc., jusqu'à la livraison. C'est à peu près 100 heures de travail. Notre logiciel nous a coûté presque 500 000 euros. Donc, c'est énorme sur 5 ans. C'est Mm. notre plus gros poste de dépense. Sauf que maintenant, on a réduit ce temps-là quasiment par 10. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a des automatisations qui sont faites. Et dans le bâtiment, je le dis souvent dans des podcasts, c'est comme la Rome antique. C'est-à-dire qu'à l'époque, il y avait un mec en face du Colisée qui appelait quelqu'un d'autre pour rénover un appartement, pour le mettre à louer. Il se disait, le week-end, il y a du monde qui vient. Et le mec arrivait avec son fil à plomb, il faisait des notes sur un papyrus et il faisait un devis. Et ben, le bâtiment en 2025, c'est encore comme ça. C'est-à-dire que les mecs arrivent, ils ont un laser, waouh, génial, il y a un point rouge, mais c'est tout. C'est-à-dire que tu as peu d'aide au chiffrage, et c'est pour ça que les artisans ne gagnent pas leur vie, parce qu'ils ne savent pas chiffrer. Les gens font de tout. Ils vont comparer un plombier, pour eux, c'est la même chose. Mais celui qui fait une fuite, c'est celui qui fait pas de fuite, c'est pas la même chose pour le coup. Mm. S'il a un camion équipé ou pas équipé, enfin tu vois. Et dans le bâtiment, il n'y avait pas ça. Et donc tu avais de multiples logiciels de gestion commerciale pour faire les plans, pour faire tes commandes de matériaux, pour faire le suivi, si tant est que tu fasses un suivi client. Et donc, en fait, je me suis, dès le début, au bout d'un an, en fait, de toute manière, on a Ouais. travaillé avec Vincent parce que je savais que c'était pas scalable. Le bâtiment, c'est impossible d'avoir une entreprise de 1000 personnes en France qui fait du bon boulot. Et à contrario, c'est impossible aussi d'avoir que des petites entités si tu n'as pas un logiciel unifié parce Mm. que ça ne marchera pas. Tu vas passer trop de temps à faire des DP, à classer tes Ah bons de ouais, non, commande. la gestion, enfin, C'est c'est ça. l'enfer. Et c'est simple, aujourd'hui, il y a presque 100 collaborateurs. Ils font 16 dossiers par an par franchisé, donc j'ai pas le calcul en tête. 18 fois 16, il y a 288 projets, fois 90 heures, on a gagné 25 920 heures. Si je le multiplie par 10, et franchement, c'est pas 10 euros de l'heure, hein, Ouais. par an, c'est 259 000 euros d'économie. Donc Mm. c'est aussi simple. Pour être riche et heureux, il faut mettre de l'argent au début. Donc le chemin difficile, et je considère qu'il nous reste encore 2 à 3 ans de chemin difficile. Moi, de Rennes, c'est un projet à 10 ans. Ouais. Donc, euh, donc ça a été beaucoup de sous et qu'on a mis avec nos propres deniers, quoi. On Mm. n'a pas fait de financement. C'est peut-être une erreur, certains grands diront le contraire, mais en tout cas, on a une vraie liberté aujourd'hui et cette année, on peut vraiment accélérer pour le coup. Et c'est ça aussi la richesse, effectivement. C'est d'avoir la liberté de gérer vraiment toi-même comme tu l'entends, avec tes valeurs Exactement, et de pas dépendre exactement. d'une tierce personne qui décide de tout parce que c'est lui qui a apporté l'argent. Moi, mon banquier, je lui demande rien. Donc, effectivement, à partir de là, je suis libre. Et c'est un peu la politique j'ai entendu ça dernièrement, c'est vulgaire, mais c'est la politique du vachier. C'est-à-dire que moi, mon banquier, s'il n'est pas content, et il peut aller voir ailleurs, j'ai pas de problème, j'ai Mm. pas besoin de lui. Et j'ai eu besoin de lui des fois, mais sur De Rent, j'en ai pas besoin. Et sur tous mes groupes, j'en ai pas besoin. Ok. Donc, c'est vrai que ça rend heureux d'être libre. Ouais. Et tu te rémunères comment? Alors, je me rémunère avec un salaire, évidemment. Je Voilà. suis travailleur non salarié, assujetti au RSI. Donc, on paye pour rien, mais voilà. Donc, ça représente à peu près 25% de ma rémunération. Et puis si tu Ensuite, t'arrêtes, tu n'as rien. voilà, donc faut pas s'arrêter. Ensuite, j'ai des frais kilométriques. Donc là, je peux pas rentrer énormément dans le détail,
mais j'ai des frais kilométriques, je roule Mhm. énormément, hein. Donc j'ai ça. Et ensuite, j'ai une politique de dividendes maintenant sur mes structures qui vont représenter à peu près 30% de ma rémunération annuelle dorénavant. Et à côté, bien sûr, j'ai des revenus locatifs, hein. Donc j'ai de l'immobilier qui est payé cash. Je prends encore de l'immobilier Ok. payé cash des fois. Je ne fais pas forcément d'effet de levier tout le temps parce que j'ai un gros problème d'HCSF, vous en doutez. Et donc j'ai une stratégie cette année de pivoter vers une SARL, non pas SARL de famille parce que c'est très à la mode, mais moi, et même ça, ils ont refusé. Il y en avait trop. Donc je crée une SARL dans laquelle je vais investir quelques centaines de milliers d'euros et je vais acheter de l'immobilier cash dans le but qu'il Mhm. me refinance. Et en fait, je trouve que j'ai toujours une avance de cash flow, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça, qui me permet encore de continuer sur des petites opérations entre 100 et 300 000 euros. Je Ouais. ne fais pas de projet à 1 million d'euros. Aujourd'hui, les banques ne me suivent pas. J'ai trop de choses. Mhm. Ok. Ouais, donc, Voilà. t'as aussi, parce que c'est vrai que t'es passé vite dessus, quand je te disais, t'as investi dans quoi? Donc, t'as investi dans l'immobilier à l'époque où Oui, tu faisais du marchand de biens, là, où t'as un peu débuté. exactement. J'essaie toujours de me garder un ou deux lots, de me récupérer un parking, de me racheter quelque chose dans les copros, pas trop cher, pour justement étoffer de plus en plus. Hmm. Aujourd'hui, j'ai une vingtaine de lots, pour être très clair. Alors, quand je Ok. dis j'ai une vingtaine de biens, je ne compte pas un parking dedans ou une cave, je tiens à le préciser. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et puis Ok. après, j'ai d'autres petits trucs de la formation, de l'accompagnement, mais Mhm. c'est très léger. Je fais deux personnes par deux personnes. Ouais. Je suis extrêmement cher en accompagnement. Ne me contactez pas. Il y a déjà une liste d'attente. Donc ça, c'est vraiment pour le plaisir d'accompagner des marchands, des entrepreneurs, des investisseurs. Ouais. Ouais, voilà. Donc mes rémunérations sont principalement basées là-dessus. Ok. Et tu as des projets? Professionnel ou personnel? Les deux. Alors oui, professionnellement, mon projet évidemment de Rent Et Company, de c'est à peu rent. près euh, 70% de mon temps. Je considère que je travaille à 150%. C'est-à-dire que je travaille à peu près 70 heures semaine. Donc en fait, je compare ça aux gens qui sont à 35 heures. Tu vois, ça m'imbrique. Donc Ouais. de Rent, oui, c'est à 3 ans qui est 120 franchisés et qui fasse 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires par franchisé. Donc ça fait à peu près 2000 projets par an. Donc ce sera, j'espère, une grosse boutique. En tout cas, on fait tout pour. Ensuite, comme je l'ai dit, la partie marchand de biens dont je parle très peu sur les réseaux parce que je ne veux pas tout mélanger, c'est d'arriver entre 60 et 120 projets par an qui feront quelques millions d'euros de marge. Donc ça, c'est intéressant. Et à côté, je me cherche encore, certainement l'immobilier, continuer, mais j'avoue que je pense aller jusqu'à 50 apparts si je le fais, hein. C'est, rien n'est fait, elle est prévisionnelle. Aujourd'hui, tu m'as demandé Hmm. où je me vois dans l'avenir. Je peux demain tout perdre, hein, soyons très clairs, hein. Rien n'est acquis, mais je pense une cinquantaine d'appartements. Après, max, j'arrête parce que c'est trop, je trouve. J'ai fait un peu d'atypique, j'en reviens totalement, j'en fais plus, des Ok. love rooms. On a fait une chapelle avec William à côté de Niort, là. Oui. Alors je dis oui, mais parce que j'ai déjà entendu quelqu'un faire des chapelles, mais après Oui, c'était peut-être toi, je sais plus. je sais pas. Et mais ouais, du coup tu reviens de l'atypique parce que ça c'est la grande mode Oui, faire de ouais, l'atypique en ce moment. c'est la grande mode. Bon, voilà, honnêtement, c'est une diversification. C'est très sympa. Ça fait sourire tout le monde quand on dit que c'était une chapelle. Elle était désacralisée pour les catholiques, Mhm. hein. Elle allait tomber en ruine. C'était un tas de pierres, le truc. Et on en a refait quelque chose de neuf. Donc, c'était génial. Mais c'est plus le délire de créer quelque chose qui m'a plu. Et donc, je pense que je vais ensuite continuer là-dedans, plus dans un côté créatif. Je ne sais pas du tout quoi. Ouais. Euh, Là, tu vois, si j'achète des bois, c'est pour capitaliser sur le CO2. Je suis persuadé que le CO2, c'est un marché. Euh, je peux très bien avoir envie. Là, on a lancé l'application de rencontre immobilière. C'est pas sous la marque de Rennes Compagnie, c'est sous une autre marque. Donc, je suis sûr que Mhm. je vais adorer. J'ai adoré voir Tinder sur le téléphone de ma chargée de com et de swiper avec elle pour tester le truc. Et donc, finalement, plus j'avance, je me suis vraiment dit qu'à 40, 45 ans, je me vois dans un truc complètement dingue. Je veux faire du caviar. Je veux avoir un élevage des surlongs. Mais ça se trouve, je ne ferai pas du tout ça. Ouais, Mais ouais, ce que ouais. je sais, c'est qu'il y a un truc créatif en moi. Je sais que je suis un Mhm. créatif. J'ai besoin de beaucoup d'argent pour me sécuriser. Et après, je pense vraiment que tu peux me retrouver à tenir un bar sur une île.
Tu peux me trouver à faire 1 an de voiture de course automobile. Ouais. Je sais pas. Suivre le mouvement, enfin suivre l'envie du moment et y aller et Ouais, j'ai envie de parler tester. j'ai envie de parler avec des gens, j'ai envie de passer des bons moments avec eux. J'ai envie de. On a D'être acheté un immeuble curieux. ce matin, on m'a proposé un immeuble, on l'a acheté. Mais j'aurais pu acheter un autre truc. Je suis content de faire quelque chose. Et c'est ce côté entrepreneur où j'aime bien prendre des problèmes, trouver des solutions, mettre en place quelque chose et ça marche. Et c'est génial. Mais une fois que ça fonctionne, c'est pour ça que de Rent, je sais qu'à 120 franchisés, il y aura un directeur certainement, quelqu'un qui s'occupe plus de la communication, etc. Là, on est encore dans la phase de création, c'est Mm. génial. Mais une fois que ça aura atteint l'objectif, je crois que c'est comme la montée d'un sommet. Une fois que tu as atteint l'objectif, c'est tout le chemin pour l'atteindre qui est vraiment kiffant. C'est Que ça. quand tu l'as, Ben, il beaucoup faut de s'en gens, trouver genre, oui, et un puis autre sommet. le nom de ton podcast, Riche et Heureux, je te donne 10 millions d'euros demain, qu'est-ce que t'en fais? Et il y en a plein qui vont. On a tous la réponse con. Une belle maison, une belle voiture. Mm. Ok, passe les choses là. Qu'est-ce que tu fais fondamentalement derrière? Bah, je sais pas, j'en donne à mes proches. Non, mais vas-y, arrête de. Fais pas des réponses que tout le monde fait. Pourquoi ça te sert 10 millions d'euros? Et tu as des gens, moi je le vois dans l'immobilier, c'est passionnant, hein. Tu as des gens qui veulent investir et quand tu leur demandes c'est quoi votre pourquoi? Bah, mettre mes proches, etc. Ouais, mais pourquoi vous faites tout ça? Bah, parce que tout le monde le fait. Mais putain, mais c'est une réponse qui n'est pas à la hauteur. Mm. Moi, je sais pourquoi je fais tout ça. L'objectif, c'est cette liberté de faire un élevage d'escurgeons et que ça marche pas et que mon caviar soit dégueulasse. Et dites-le moi, je m'en fous. J'ai envie de le faire. Tu vois? Et c'est cette liberté. Et je pense que c'est quand même fondamental sur la richesse. C'est cette liberté qu'on peut avoir mais paradoxalement, quand tu es riche et que tu n'as plus ton entreprise, qu'est-ce que tu fais fondamentalement aussi? Tu vois, il y Ouais. a ça remet beaucoup de choses en question, quoi. Mm. Donc voilà où je me vois dans 3 4 ans. Et puis après, personnellement, bon, forcément, une très belle maison. Je veux un bowling à la maison. Je veux un garage à la maison maintenant. Voilà. Moi, j'ai un copain qui vient d'en faire une comme ça, à peu près, hein. Donc, ça, c'est cool. Je veux faire du bateau avec mon associé Mathias. Mm. Je veux apprendre le karaté avec William. Mm. Je veux avoir la même barbe que Laurent Boutillier. Tu vois, t'en as déjà Ouais. 3 de mon cercle rapproché. Et surtout, ouais, je veux partir un mois à Marrakech avec. Là, on est parti avec Mathias une semaine. Je veux partir un mois et travailler d'où je Mm. veux. Ouais. Travailler beaucoup parce que j'adore ça, mais travailler d'où je veux et aller chercher le soleil parce qu'honnêtement, je suis breton et c'est dur. C'est dur. Je crois que tu es le seul Breton qui quand même se plaint un peu de sa Bretagne chérie. Oui, alors non, parce que tous les autres sont chauvins et je sais être objectif dans la vie. La Bretagne, aujourd'hui, c'est une très belle région 2 mois dans l'année. L'été, parce qu'on a un climat modéré, mais néanmoins, il y a un taux d'humidité assez important. 40 degrés dans le sud, c'est 30 degrés chez nous. C'est-à-dire que tu as un Mm. ressenti assez important. Et honnêtement, plus on vieillit, plus on a besoin de soleil. Et ça se voit, hein. Moi, la fenêtre, elle est assez loin au bureau ici. Et on a très peu d'ensoleillement. Donc, c'est un très beau pays. La France, la Bretagne, c'est une très belle région. Mais honnêtement, si je pouvais partir 3 mois par an, je serais assez d'accord avec ça, surtout l'hiver, évidemment. Ouais. Prendre la bonne dose Voilà, de vitamine D et exactement. Voilà. Donc, je ne crache pas sur la Bretagne, mais c'est le meilleur endroit pour investir. Si vous voulez investir, vous me contactez. Mais pour y vivre, il y a plein d'autres beaux endroits en France, ouais. j'ai posé la question à William, je vais te la poser à toi aussi. Mhm. Tu fais beaucoup de choses. Comment tu Mhm. gères tout ça, ton temps? Comment tu arrives à faire tout ça? L'hyper-organisation, Mhm. euh, la maîtrise des choses que je fais actuellement, puisque forcément, dans l'immobilier, je pense que j'ai plus de 100 heures passées sur le sujet, donc je suis déjà expert par rapport à 99% des autres. Mm. La Donc, tu es plus passion, rapide? donc je suis plus rapide. La passion, c'est-à-dire que il est 19h09 ce soir, à l'heure où nous enregistrons, et derrière, je peux très bien refaire 1 heure de plus parce que j'ai pas l'impression de travailler. Mm. J'ai vraiment la sensation de faire quelque chose qui change le monde, mon monde à moi déjà, hein, Ouais, ouais. mais de la relation que j'ai avec mes franchisés, les relations humaines que j'ai. Donc je me passionne, je me perds là-dedans, je fais du lundi au samedi. Tant que je serai passionné, je le ferai. Mes associés le savent hein, et personne ne le découvrira, hein. Donc je suis tellement passionné que je fais comme ça. Et après, bah, honnêtement, il n'y a pas de secret. Je compense à bloc, c'est-à-dire c'est 6h30 le matin et c'est 19h le soir. Et il n'y a pas, je te les compte sur les doigts d'une main, on est le 21 mars.
quand on enregistre. Désolé, il faut pas mettre de balises dans les podcasts, mais j'ai pris 3 jours. Et c'était une année où je devais faire 6 semaines de congé. Je vais faire 4, 5 semaines comme l'année Ouais. dernière, où j'avais dit, voilà, je prendrai 6, 7, je vais partir un peu plus. Et au final, je sais que c'est encore une année charnière. Donc ouais, je bosse 12 heures par jour. Allez, 10 heures si on fait une moyenne, ça fait 60 heures semaine. Et donc, du coup, je vais travailler plus que les autres. Et donc, je Mhm. prends de l'avance. Mais parce que je veux partir plus tôt que les autres. Donc, Ouais, ouais. Non, mais c'est bien de l'entendre qu'effectivement, comme tu disais, l'argent facile au début, enfin les trucs, là aussi, c'est énormément de taf. C'est oui. pas en faisant un 8 heures et en rentrant chez toi à 4-5 heures que tu arrives à faire des grandes choses malgré toute l'organisation que tu peux avoir et la petite semaine de 4 heures ou je sais pas comment on peut dire Non, et ça, puis ce qui mais est, ce qui est peut-être encore plus frustrant, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux te font croire le contraire. mm, C'est-à-dire que on voit 10 mecs qui sont à Dubaï, qui ont 20 ans, qui roulent dans des voitures plus belles les unes que les autres, qui ont des copines. Tu te dis, mais waouh, si j'avais eu ça à l'époque, j'aurais été dingue. Ils ont des maisons, des apparts, mais ouais, c'est pas du tout une vraie vie. Soit c'est loué, soit il y a des gens vraiment qui sont y c'est ça. arrivés. Avec la crypto, avec les réseaux. Tu as des jeunes à 20 ans qui ont plus que Mm, toi à 70 ans. mm, Mais il faut arrêter de se comparer. Et ce qui est sûr, c'est que 99% des gens que je connaisse qui entreprennent sont des fous de travail. ouais. Et ils te donneraient peut-être pas les mêmes mots, mais la définition même. Ils bossent tout le temps. On bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mais comme tu disais, c'est pas bosser, enfin c'est passionné. Donc en fait, Oui, t'as pas mais il y l'impression a. de bosser. Donc pour les autres qui te voient de l'extérieur, t'es un gros bosseur qui passe ton temps et limite tu gages ton temps à travailler, travailler, travailler et tu vis pas. Mais en fait, si toi, ton kiff, euh, c'est euh, c'est de bosser Et sur tes entreprises. bien sûr, et mes amis, c'est soit des associés, soit des gens avec qui je collabore. Mm. Donc, de toute Ils sont manière, dans la même mentalité que toi. tu vas être au restaurant. Moi, j'ai un exemple très concret à Marrakech avec Mathias. On est au restaurant, on a fait une offre. Et on est au restaurant et on est dans un super beau restaurant et on a fait une offre. Et donc, en fait, on a passé un super moment, on a Mm. rigolé, on a bu l'apéro et on a acheté un immeuble. En tout cas, on a fait une offre pour l'acheter. Et ben, c'est pas du boulot, mais pourtant, tu as travaillé. Et, Ouais, ouais. les soirs, on a pu dîner au restaurant quand on était à Marrakech où on a fait que parler du taf, des investissements, des voitures et tout se mélange. Et donc, en fait, tu as passé un super moment. Moi, je kiffe mes associés. Donc, ouais, j'ai pas la sensation de bosser et j'espère que eux non plus. Je peux pas parler pour eux. Mais voilà, faites ce qui vous passionne et si en plus vous gagnez de l'argent avec, c'est magnifique. Bah ouais, c'est encore mieux. On a déjà un peu répondu, enfin, tu as déjà un peu répondu à la question, mais si tu peux me resynthétiser un peu ça, riche et heureux, ça t'inspire quoi? Riche et heureux, j'ai coupé ça en deux. Côté Allez, perso, côté pro. vas-y, tes petites Côté, notes. c'est juste des mots-clés, hein, tu sais. Euh, bon, je pense que de toute façon, fondamentalement, il y a une question de liberté. Être riche et heureux, c'est d'avoir la liberté de faire ce que tu as envie, de bosser comme un dingue ou de ne rien faire. Mais en tout cas, c'est le trait commun. Que tu veux. Ensuite, évidemment, c'est une réponse bateau, mais c'est ma réponse. C'est que moi, cet argent à titre personnel sert ma famille. Moi, j'aide mes proches maintenant. J'ai offert le Tourist Trophy à mon père. Il adore les motos. On part cette année au Tourist Trophy. J'ai tout payé. Et j'ai pas payé pour payer. Je lui ai offert, d'ailleurs. Tu vois, Mhm. je dis pas je l'ai payé, je lui offre ça. Ma femme, elle a lancé un institut de beauté. Elle voulait faire de l'esthétique, c'est ce qui lui plaisait. Je lui ai offert l'investissement qu'il avait besoin. Mon fils, à 9 ans, je considère que l'éducation est très importante et surtout que l'endroit où tu fais tes études, un peu comme aux États-Unis, va concevoir toute ta vie après. En France, on s'en rend pas bien compte. Moi, je veux qu'il aille dans la meilleure école de France, voire de Suisse, pour lui offrir une éducation que j'aurais pas et qu'à 20 ans, il me dise, mais papa, tu connais rien. Je veux Mhm. qu'il me dise que je connaisse rien et je veux lui offrir cette possibilité-là. Si après, il veut être boucher, charcutier, ce qu'il veut, je l'aiderai et je le suivrai, même s'il veut rien faire d'ailleurs. Nos enfants ne seront pas une copie conforme de nous. Mhm. Mais je veux lui offrir cette solution-là de dire, voilà, tu vas faire ce que Ouais. tu veux. Et la richesse, ou en tout cas cet argent, sert à ça, à Mhm. acheter des choses. Il faut arrêter de rêver. Ça nous offre une meilleure éducation, ça nous offre de la santé, ça nous offre de la beauté, ça nous offre toutes les possibilités du monde. C'est ce que j'allais dire, les possibilités. Exactement. Et côté pro, je t'ai déjà donné la réponse faire des choses qui me passionnent
Et donc, avoir de l'argent, c'est ouvrir un jour un élevage d'esturgeons, c'est ouvrir un bar, c'est ouvrir un karting pour ceux qui aiment les courses. Je ne sais pas, mais en tout cas, sans argent aujourd'hui, tu ne fais pas ça. Et 95% des Français voulaient être riches à 20 ans et aujourd'hui, ils ont 40 ans dans le plumard en se disant c'est fini. Ben non, si tu te réveilles, demain, tu peux le faire. Me dis pas ça, moi je fais 40 ans cette année, hein. Attention. D'accord. Eh C'est ben moi aussi, écoute, c'est la fin, tu vois, c'est la fin. Voilà. non, mais j'ai dit 40 ans parce que j'ai 38, tu vois, maintenant. Donc, mais 40 ans ou 50 ans, je crois que KFC, Colonel Sanders, il a réussi à Mm. 60 ans, je crois. Hein. Je n'ai pas la date exacte. Mais je sais trop bien, pour avoir côtoyé plein de gens, que les regrets, il n'y a rien de pire dans la vie. Et je veux surtout pas regretter. Je Mm. préfère mourir à 50 ans d'un AVC ou d'une crise cardiaque parce que j'ai trop bossé, mais d'avoir vécu la vie que j'ai eue, plutôt que d'avoir une vie que je considère médiocre et vivre jusqu'à 100 ans en m'emmerdant tous les Ouais. jours avec une femme que je supporte pas et avec une bagnole de merde parce que j'aime les voitures. Si vous n'aimez pas les voitures, c'est pas grave. Mais voilà, moi, la définition de ça, c'est d'être passionné. Et ben, dans le boulot, c'est pareil. Je ne travaille qu'avec des gens que j'aime. Et ceux que j'aime pas, eh ben, je leur dis, va Va chier. chier. Voilà. Donc, c'est génial comme vie. En tout cas, c'est Mm. la vie que j'aime. Ok. Voilà. Ouais, super. On arrive sur la fin, Et oui, hein. déjà. Toutes les bonnes choses ont une fin, je sais. Bon, Est-ce que tu écoutez, aimerais rajouter quelque chose? ben moi, j'aurais bien fait 1 heure de plus, mais bon, voilà, écoute, Bah, si tu veux, hein. Vas-y, relance le sujet. non, le mot de la fin, plutôt que enfin, je pense pas que j'essaie de vous faire rêver qui que ce soit, mais le mot de la fin, j'aime bien souvent le rappeler l'échec, finalement. Mm. Euh, que c'est, alors ça, c'est une note qui a été faite par mon IA, hein, mais c'est le meilleur business plan du monde. Ben oui, alors, euh, moi, à titre personnel, j'ai jamais mieux appris que quand je suis tombé. Et dans la vie, vous pouvez regarder en arrière. En amour, la femme ou l'homme que vous côtoyez aujourd'hui, si tant est que vous en ayez eu plusieurs, certains ont une fidélité à vie et c'est très bien. Mais la première copine que vous avez eue à 20 ans, c'est pas la même que vous aurez à 60 ans, sauf si bien sûr vous êtes resté marié. Et en amour, on sait ce qu'on veut pas. On ne sait pas forcément ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut pas. Et dans l'entrepreneuriat, bah, c'est un peu pareil. Moi, de Rent, j'ai créé ça parce que je voulais pas de clients qui me crient dessus. Je ne sais pas gérer Mm. le conflit. Je gère très mal les choses. Je ne sais pas me bagarrer. Je ne sais pas gérer le conflit. Je pète des plombs. Je suis voilà, incontrôlable. Et je m'en veux après. Et donc, je voulais plus me mettre en défaut. Donc, quand j'ai créé cette boîte, bah, je voulais que ça soit clair pour les clients, mais clair pour moi. Il n'y a pas de client ROI avec moi. C'est un échange de services. Tu me payes, je fais le service et chacun se tient à son rôle. Eh bien, tout ça, je l'ai fait parce que j'ai eu des échecs avant. Et en fait, si je n'avais pas fait tout ça, moi, je considère que j'ai perdu les 10 premières années de ma vie, de 20 à 30 ans, mais si je n'avais pas fait tout ça, je ne serais pas là. Mm. Et souvent, l'échec crée une peur chez les gens. Je ne peux pas y arriver. Ceux qui m'écoutent là ou qui vont écouter ton podcast, ils vont se dire, mais c'est facile pour lui. Non, moi, je peux vous dire que j'ai eu la pire vie du monde. Ça a été extrêmement difficile pour moi. J'ai eu tout perdre et j'ai eu tout regagner. Mais par contre, je sais d'où je viens. Je sais ce que j'avais envie. J'ai un feu intérieur. Et la peur de l'échec ne doit pas être supérieure à l'exécution. Et ça, beaucoup de gens ne font pas. J'achète pas un immeuble ou j'achète pas un appart parce que je vais avoir des loyers impayés. Ce qui est sûr, c'est que si tu n'achètes pas un appartement, tu n'auras pas de loyer impayé. Donc, tu ne te mets pas en zone de risque. Ouais. Par contre, à 60 ans ou 70 ans, comme la plupart des Français, ne venez pas nous embêter, pour pas dire un autre terme, en disant c'est dégueulasse, Arnaud, il a 200 milliards de fortune, mais grand bien lui en face. Combien de nuits il n'a pas dû dormir, Bernard Arnault, à se poser la question s'il achetait Christian Dior ou il n'achetait pas Mm. Christian Dior. Peut-être pas, mais en tout cas, il a dû avoir des moments extrêmement difficiles. On voit bien son physique. Il a 80 ans, il bosse, le mec. Mm. Donc, au lieu de regarder le voisin, parce que ça, c'est français, bah, la peur de l'échec ne doit pas se répandre sur les autres. Faites-le. Si vous vous trompez, franchement, en France, qu'est-ce que vous pouvez perdre? Vous n'avez rien à perdre. Au pire, tu essayes, tu as un loyer impayé, tu auras 3 ans, mets de l'argent de côté, fais-le. Et donc, c'est vraiment ce conseil-là que je donnerais aux gens. Ne vous faites pas surpasser par votre peur, parce que vous n'allez rien faire et à la fin, vous aurez que des regrets. Mm. Ce que j'allais dire, ça revient comme à ce que tu disais, les regrets par rapport à toutes tes dernières années là que tu considérais d'avoir perdu toutes ces années, mais au final, tu les regrettes pas parce que c'est ce qu'elles ont fait l'homme que Elles ont tu es presque
C'est ça, aujourd'hui. c'est les cicatrices que chacun a dans sa vie, je pense, qui font ce qu'on est chacun individuellement. Et effectivement, si tu as peur de l'échec, ben, fais comme toi. Tu disais, tu sais ce que tu ne veux pas, tu as peur de l'échec, organise-toi pour que ben, si tu te lances et que tu tombes, ben, tu ne risques rien parce que tu auras mis tout autour Bien sûr, tes petits matelas de sécurité pour si c'est vraiment... ça. Et puis, il faut se lancer. Je pense qu'un jour, Mm, tous les gars qui font du parachutisme se sont lancés la mm, première fois. faut sauter. Euh, Tous les gens très connus sur les réseaux ont fait leur premier poste. Tous les grands Mm, investisseurs, Warren Buffett a acheté un jour une première action. Et donc, commencez à votre niveau et commencez à vous éduquer. Il y a tellement de choses sur les réseaux aujourd'hui. mm, Bon, on écoute tout et son contraire, mais prenez des gens qui vous ressemblent et que vous appréciez, suivez-les, faites comme eux et commencez petit. Ne voulez pas tout de suite être trop gros. Certains pêchent d'orgueil aussi. Je veux tout mieux que les autres. Vous serez jamais mieux que tous les autres. Allez, tu parlais de Saint-Tropez. Moi, j'y suis allé il y a 2 ans avec un bateau d'un copain. Franchement, je le trouvais magnifique. On est arrivé là-bas sur la plage là c'est pas si c'est Ramatuelle, c'est ça la plage là. Enfin, à bah, côté de Saint-Tropez là, tu as oui, une grande Ramatuelle. plage voilà. Moi, je le trouvais magnifique. On est arrivé le lendemain matin, on a ouvert les yeux. Il y avait que des plus gros bateaux que nous. Et je pense que ces gens-là, quand ils vont à Monaco, il y a encore des bateaux plus grands, tu vois. Oui. Donc, faut pas pêcher d'orgueil. Il faut commencer petit et ça marchera. Ça fonctionnera, je pense. Ok. Ben, merci Voilà. beaucoup, Mathieu, pour cet Ben écoute, échange. Si merci de tu veux m'avoir vraiment une heure reçu. supplémentaire, on se refera ça, il n'y a pas de problème. Moi, tu me donnes le thème et on fait un truc spécial, tu vois. Ça peut être les auditeurs qui veulent une question Mm, et on le développe avec grand plaisir. J'adore ouais. parler, tu l'as vu, hein. Mm. Et en plus, moi, c'est un des projets pour le podcast, justement, de faire des épisodes un peu plus spécifiques en parole d'expert, par exemple, et en disant, ben, vous avez une question, comment, en fait, et l'invité qui a son expertise répond à cette question. Donc, Écoute, on va se revoir. au plaisir en tout cas. Merci beaucoup Merci et Aurélie. puis bonne soirée. Bye. Et voilà, cet épisode est terminé. Merci infiniment d'avoir pris le temps de l'écouter. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode. Et si vous avez apprécié ce que vous avez entendu, partagez-le avec votre entourage. Et n'oubliez pas que vos retours sont précieux. Alors n'hésitez pas à laisser un avis sur votre plateforme d'écoute préférée ou un commentaire sous le post Instagram de l'épisode sur le compte Riche et Heureux. Vous pouvez également me rejoindre sur mon compte Instagram personnel Green Ice Universe. Et souvenez-vous, c'est en avançant ensemble qu'on se construira la vie que l'on mérite, pleine de richesse et de bonheur. Merci encore pour votre écoute et votre soutien et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bye!